là sur plusieurs dizaines de kilomètres que l'exploitant a créé pour aller couper du bois. Et pour détourner l'attention des contrôleurs, a érigé cette sorte de barrière. La largeur de la piste indique effectivement que cette piste a été faite pour des grands camions. Des grands camions qui vont en toute tranquillité charrier les billes de bois tropicaux, sans se soucier des conséquences sur la forêt. Quand des pistes comme ça sont ouvertes, ça ouvre également la voie aux populations pour aller créer des champs, ça ouvre la voie aux braconniers, ce qui fait que les chances de régénération de la forêt sont relativement limitées. Il faudra environ 200 ans pour que des bois comme l'Iroko, le Moabi, le Padouk et bien d'autres puissent atteindre leur taille adulte. Une catastrophe pour l'écosystème camerounais. Belmont nous emmène à proximité d'une concession appelée UFA, Unité forestière d'aménagement. Un terme pour désigner les limites des concessions allouées aux exploitants. C'est la garantie que la société forestière n'a pas cherché à couper plus de bois qu'elle n'est autorisée. Mais en laissant des billes de bois abandonnées, les forestiers donnent une preuve à Belmont de coupes illégales. Muni d'un GPS, ils vérifient si l'exploitant est sorti de la zone autorisée. Ce qui est important de noter ici également, c'est qu'on voit le marteau forestier de l'administration qui a été apposé par les services de contrôle qui atteste que cette brûle a été coupée légalement. Donc nous avons relevé le point GPS de cette bille de bois. Lorsque nous l'avons cartographié, on s'est rendu compte que cet espace est très loin en dehors de l'UFA. Et la question qu'on se pose, c'est comment l'administration forestière a-t-elle pu apposer un marteau attestant la légalité de ce bois, alors que visiblement il s'agit d'un bois illégal. Et là, la réponse semble évidente. C'est des indices, à mon avis, de corruption. Comment un tel trafic de bois peut-il se faire sans que les autorités n'interviennent? Pour essayer de répondre, nous décidons de nous faire passer pour des acheteurs. Nous partons dans l'est du Cameroun, à Bertoua, où l'on peut trouver les plus grandes réserves de bois précieux. Là, très facilement, grâce à des intermédiaires, nous rencontrons un vendeur sur le bord de la route. Sans perdre de temps, il nous emmène dans son parc à bois d'Iroko. À quelques centaines de mètres, cachés dans la jungle, plusieurs billes de bois déjà coupées sont disponibles. Ce sont nos guides qui se chargent de la transaction. Tu avais peut-être acheté là avec ça combien? Un vieux comme ça, c'est ça, 45 000 francs CFA pour un pied d'Iroko, l'équivalent de 68 €. Il sera vendu en France plusieurs milliers d'euros, selon sa fraîcheur et son âge. Mais comment acheminer ce bois sur le port de Douala pour aller en France sans se faire contrôler par la police? Rien de plus simple, selon notre vendeur. C'est dans sa série qu'il nous explique la marche à suivre. Contre quelques billets, nous aurons l'autorisation écrite du chef de poste des eaux et forêts. Celui-là même qui est censé protéger et veiller sur le patrimoine forestier du Cameroun. Ici, vous pouvez blanchir quoi. Et quand tu amènes ton bois ici, tu peux travailler ton bois ici. On te sort tous les papiers ici sur place. Et quand le bois quitte, ça veut dire que tu n'as pas de problème. Pas de problème avec jusqu'à arriver à Douala. Après, moi, je peux donc l'envoyer tranquillement en France. Oui, oui. Port de Douala. C'est d'ici que part le bois pour l'Europe. Nous voulons comprendre comment un bois illégal, sans titre d'exploitation, peut sortir du pays. Nous rentrons dans la zone portuaire en caméra cachée. Ici, plus qu'ailleurs, les journalistes sont indésirables. La technique est simple. Moyennant des pots de vin, les sociétés forestières peuvent faire rentrer le tonnage de bois qu'elles désirent. Il leur suffit ensuite de maquiller les grumes au nom d'une société fantôme autorisée à exporter. Le bois est prêt à prendre la mer. Notre contact est l'un des dockers du port. Très naturellement, il nous explique comment faire pour exporter du bois illégal. Voilà, là-dessus, on n'a pas de suivi.
Et ça, tout le monde le sait ici. Oui, même les autres forêts, même la douane, parce qu'ils ont un truc qui va. La bachiche. Tu vois ça, c'est comment quand on a fait. Comme tu vois là, je peux y aller d'abord maintenant. Arriver sur les fonctions. Ah, c'est pour ça que c'est blanc. Parce qu'il y avait un autre nom en fait. Donc le nom de l'exploitation qui a revendu. Qui a revendu à 200. Un peu plus loin, nous remarquons des conteneurs ouverts. À l'intérieur, des billes de bois non marquées, en attente d'un faune. La preuve d'un système de blanchiment au su et au vu de tout le monde. La trace de la corruption active qui règne sur le port de Douala. Ça arrive ici. Je le mets, on a déjà cisaillé. Maintenant, ils ont essayé de le remarquer avec une société légale. Et c'est comme ça que c'est blanchi. Et ça partira en Europe et ça partira. Il n'y aura pas de souci, sans souci. Mais avec une société complètement factice. Exact. En traversant le Cameroun, nous avons vu des tonnes de bois précieux partir sans contrôle. Le gouvernement tente d'endiguer ce fléau et a récemment retiré leur licence d'exportation à 27 sociétés en infraction. En continuant d'acheter de l'Iroko, du Moabi et bien d'autres essences, nous nous rendons nous aussi complices d'un trafic et d'une déforestation dont les victimes sont les populations locales. Le Cameroun n'est pas un cas isolé. L'Afrique perd chaque année 4 millions d'hectares de forêt. C'est l'endroit au monde où la forêt disparaît le plus vite. Nous pouvons agir en achetant tout simplement du bois tropical avec le label FSC qui garantit une exploitation légale. Ou encore mieux, en choisissant des bois européens. Mais il faut aussi que les gens comme ici puissent vivre de manière durable de la forêt. C'est ce qu'a entrepris à Madagascar Olivier Bérin. Cette forêt recèle un trésor. Des milliers de plantes aux vertus médicinales et aromatiques dont on extrait des huiles essentielles. On a quand même du mal à penser que de cet alambic sortent des essences naturelles pour les plus grands parfumeurs. On exporte partout dans le monde, je veux dire, mais c'est vrai qu'on arrive jusque-là avec quelque chose que tu vois, c'est quand même très artisanal, un peu gris. Maintenant, tu as des huiles essentielles qui sortent, qui vont chez Chanel, si tu veux, on fait des crèmes, je veux dire, anti-âge, des produits antioxydants de folie, et quand nous, on trouve qu'il y a des plantes aromatiques de partout, des plantes sauvages, on dit, on va regarder ce qu'il y a dedans, et après de les mettre en contact, si tu veux, avec les parfumeurs, justement, et les gens de la cosmétique, tu te rends compte que tout le monde est intéressé, parce que personne ne savait, personne ne savait valoriser ces produits-là, et ici, dans cette forêt malgache, il y a tout ce que tu veux. Le processus est très simple. Tu as de la vapeur qui passe sous les feuilles qui sont mises dans cette cuve. La vapeur se charge des molécules aromatiques, des huiles essentielles, et il y a un serpentin là-dedans qui refroidit, qui condense la vapeur, et ensuite ça se sépare. Donc là, tu vois, il va récupérer l'huile qui s'est mise au-dessus de l'eau dans cet essentiel. Ça paraît très simple. Et si les gens n'ont plus le droit de faire de la culture sur brûlis, c'est interdit. Ils vont même en prison s'ils le font. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? C'est pathétique, je veux dire, on dit on interdit, mais les gens ils ont rien d'autre. Ils font de la culture sur brûlis pour manger. Donc tu les mets en prison, on va aller jusqu'où? Tu vois, on peut pas mettre tous les paysans en prison. Donc c'est pour ça que c'est vital pour nous aussi, et ça tombe bien, tu vois, que l'industrie demande maintenant des produits naturels, des bons produits, des produits essentiels, parce que ça permet de créer des revenus aux gens. Tu peux pas les foutre en prison parce qu'ils veulent juste manger, il faut arrêter ce genre d'histoire. C'est quoi toutes ces feuilles que les femmes amènent ce matin? Et là, tu as les femmes qui ramènent les feuilles de gingembre papillon, qui est une espèce sauvage d'ici, dont on extrait une huile essentielle. Ça sert à quoi ce produit? Pour le moment, c'est une huile essentielle qui sert à faire un petit peu un calmant. Tu vois, une huile essentielle, tu poses sur l'oreiller, puis ça aide à dormir bien la nuit. Tu vois, c'est parfait. Et pour nous, c'est ça aussi le commerce équitable. Si tu veux, ça nous permet de valoriser les plantes pour ces femmes. Chaque femme a un quota de collecte pour que ça puisse être réparti dans les familles. Parce que maintenant, tout le monde voudrait travailler là-dessus, tu vois. Et ça permet de les payer correctement. Ils ont enfin une source de revenus et tout le monde voudrait le faire maintenant. Grâce à ça, c'est des revenus et ça permet aussi d'envoyer les enfants à l'école. Nous, on travaille dans le cadre du